La poussière s'élevait en nuages sous les sabots des chevaux, lorsque Dexter O'Brien entra dans Canyon City au crépuscule. Le soleil, disque rougeoyant, était suspendu à l'horizon, teintant les façades en bois des masures d'une couleur de sang séché. Le vent portait une odeur de sueur de cheval, de poudre et de whisky bon marché. Un parfum qui lui indiquait toujours qu'il était arrivé au bon endroit. Dexter mit pied à terre devant le saloon. La pépite d'or. Attacha sa jument baie à un poteau et ajusta son chapeau à large bord. Sous sa veste en cuir roulaient des muscles forgés par des années de bagarre dans les caves et les ruelles de la frontière. Ses poings, enveloppés de bandes usées, étaient encore endoloris par le combat de la veille à Tombstone. Mais la douleur était une bonne compagne. Elle lui rappelait qu'il était vivant, qu'il pouvait ressentir autre chose que le vide dans sa poitrine. « O'Brien, le marteau est arrivé !» cria quelqu'un depuis la foule près de l'entrée du saloon. Dexter eut un sourire en coin. Sa réputation le précédait, comme la poussière devant un cavalier. Il poussa les portes battantes du saloon et entra. La fumée de tabac emplissait l'air se mêlant à l'odeur de la bière et des corps mal lavés. Derrière le comptoir se tenait un homme corpulent en tablier sale, sans doute le propriétaire. Dans un coin, des hommes jouaient aux cartes. Quelqu'un grattait un piano désaccordé, et contre le mur, des filles en robe colorée aguichaient les clients. « C'est vous, O'Brien » demanda le gros homme en s'essuyant les mains sur son tablier. « Ça dépend de qui demande » répondit Dexter en s'approchant du comptoir. « Zach Morrison, propriétaire de cet établissement. J'ai entendu dire que tu es le meilleur combattant à l'ouest du Mississippi. » Dexter commanda un whisky et vida d'un trait le liquide ambré qui lui brûla la gorge d'un feu agréable. Pas le meilleur, juste celui qui est encore debout. Morrison éclata de rire, dévoilant des dents jaunes. « J'aime ta modestie, mon garçon. J'ai une proposition. Demain soir, j'organise un grand combat. $500 pour le vainqueur. Qui est de l'adversaire? McGregor, le taureau, de Denver. Costaud comme un ours et méchant comme un serpent à sonnette. On dit qu'il a tué un homme à main nue. » Dexter remplit de nouveau son verre. $500, c'était une belle somme. Assez pour tenir quelques mois et trouver le prochain combat. D'accord, mais je me bats selon mes règles. Lesquelles? Pas de couteau, pas de pistolet, juste les poings. Morrison hocha la tête. C'est juste. Le combat commencera à 9 heures. En attendant, installe-toi, repose-toi. J'ai des chambres à l'étage. Dexter s'apprêtait à monter lorsque la musique cessa et un silence tomba sur le saloon. Il se retourna et vit une femme descendant l'escalier en bois. Le temps sembla s'arrêter. Elle était comme une vision d'un autre monde. Des cheveux sombres, tressés en une coiffure élégante, encadraient un visage aux traits fins, ses yeux couleur de lac forestier. Regardaient droit devant, avec une dignité que ni les années d'errance, ni les épreuves de la frontière n'avaient pu briser. Une robe turquoise soulignait sa silhouette gracieuse, et chacun de ses pas était si plein de grâce qu'elle semblait danser même en marchant. « Violette, ma belle, descends nous voir !» cria un client. La jeune femme ignora l'interpellation, mais Dexter remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont ses poings se serrèrent. Elle atteignit une petite scène dans un coin du saloon, où se trouvait le piano, et fit un signe de tête au musicien. Une mélodie lente retentit, et Violette commença à danser. Ce n'était pas le cancan vulgaire habituellement présenté dans les saloons. C'était autre chose. Un mouvement raffiné, presque aristocratique, empreint de tristesse et de mélancolie. Elle dansait comme si elle racontait une histoire sans parole, une histoire d'amour perdu, de rêves brisés, et d'un espoir qui vacillait encore dans son cœur. Dexter ne pouvait détacher son regard. Quelque chose dans cette danse, dans sa façon de tenir la tête, dans le mouvement de ses mains, le transperça jusqu'à l'âme. Il voyait dans ses gestes le reflet de sa propre douleur, de ses propres pertes. Et autre chose encore, une force qui l'aidait à tenir debout, malgré tout.
La danse s'acheva et le saloon explosa en applaudissements. Violette s'inclina légèrement et se dirigea vers le comptoir. Dexter la suivit du regard, incapable de bouger. « Pas mal, hein » ricana Morrison, remarquant son regard. « C'est une petite Française. Elle est arrivée il y a 1 mois, cherchant du travail. Je lui ai proposé de danser et de divertir les clients. » Il y avait quelque chose d'ignoble dans la voix du gros homme qui fit se serrer les poings de Dexter. Et qu'a-t-elle répondu? Pour l'instant, elle danse. Mais Morrison se pencha plus près, ça ne peut pas durer. La petite doit comprendre où elle est et ce qu'on attend d'elle. Dexter sentit monter en lui une fureur familière. La même fureur qui l'aidait à gagner ses combats. Mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre un adversaire sur le ring. Et si elle refuse, alors elle aura des problèmes. De sérieux problèmes. Violette s'approcha du comptoir, commanda de l'eau et s'assit sur un tabouret non loin de Dexter. De près, elle était encore plus belle. Son visage était dépourvu du maquillage typique des filles de saloon. Sa peau était d'une pâleur naturelle, et ses yeux trahissaient une fatigue et autre chose. Une peur qu'elle tentait de dissimuler derrière un masque de fierté. Leurs regards se croisèrent une seconde. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Peut-être ne s'attendait-elle pas à voir autre chose que la lubricité des autres hommes dans son regard. Dexter toucha légèrement le bord de son chapeau en guise de salut, et elle lui répondit par un hochement de tête presque imperceptible. « Violette, viens ici » l'appela Morrison. « Je veux te présenter notre invité. Voici Dexter O'Brien, le célèbre combattant. » La jeune femme s'approcha lentement, et Dexter se leva de son tabouret. De près, elle dégageait un léger parfum de lavande qui contrastait étrangement avec l'atmosphère brute du saloon. « Mademoiselle, » dit-il en retirant son chapeau. « Monsieur O'Brien, » répondit-elle avec un léger accent français, qui rendait sa voix encore plus mélodieuse. « Violette va te divertir ce soir, » déclara Morrison, et Dexter vit la jeune femme pâlir. « Je vous remercie de l'offre, » dit Dexter sans quitter Violette des yeux. « Mais je préfère passer mes soirées seul avant un combat. Cela m'aide à me concentrer. » Morrison fronça les sourcils. « Comme tu voudras. Mais Violette ne va pas s'envoler. Après ton combat, peut-être que tu changeras d'avis. » Ces mots sonnaient comme une menace, et Dexter remarqua que Violette tressaillait. Il fit un pas en avant, se rapprochant de Morrison. Peut-être, ou peut-être pas. Le gros homme sentit le danger dans sa voix et recula. « Bien sûr, comme tu le souhaites, le marteau. » Dexter remit son chapeau et se dirigea vers l'escalier. Au pied des marches, il se retourna et regarda de nouveau Violette. Elle se tenait près du comptoir, les bras croisés, comme pour se protéger d'un froid invisible. Dans ses yeux, il lut de la gratitude et autre chose. Un appel à l'aide qu'elle ne pouvait formuler à voix haute. Une fois dans sa chambre, Dexter s'assit sur le bord du lit et retira sa veste. Ses mains tremblaient, non de fatigue, mais à cause de ce qui venait de se passer. Il avait vu beaucoup de femmes dans les saloons, mais celle-ci était différente. Il y avait en elle une profondeur que la brutalité, le cynisme du monde environnant ne pouvaient atteindre. Et cette profondeur faisait écho à quelque chose dans sa propre âme, une chose dont il avait oublié l'existence. Dexter s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Canyon City se préparait pour la nuit. Des lumières s'allumaient aux fenêtres, des chiens aboyaient au loin, et du saloon parvenaient des voix ivres et les notes du piano. Une soirée ordinaire dans une ville ordinaire, comme il en avait vu des centaines. Mais maintenant, tout avait changé. En bas se trouvait une femme qui avait besoin de protection, et il ne pouvait pas simplement partir en la laissant à son sort. Demain, il devait affronter McGregor le taureau, gagner 500 $ et reprendre la route. Telle était sa vie. Une chaîne sans fin de combats et de chemins. Mais à présent, pour la première fois depuis des années, il avait une raison de s'attarder.
L'air matinal de Canyon City était frais et vif lorsque Dexter descendit de sa chambre. Le saloon était silencieux, à l'exception du grincement des lattes du plancher sous ses pas et du ronflement discret du gros Morrison, qui somnolait affalé contre le comptoir. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel de teintes roses délicates. Dexter se réveillait toujours tôt avant d'un combat. C'était une habitude. Accueillir l'aube en solitaire, préparer son corps et son esprit à l'épreuve à venir. Il se dirigea sans bruit vers la sortie, mais s'arrêta près de la porte. De la cuisine parvenait un léger bruit. Quelqu'un préparait quelque chose. La curiosité l'emporta, et il suivit le son. Dans la petite cuisine derrière le saloon, il vit Violette. Elle lui tournait le dos, remuant quelque chose dans une vieille poêle en fonte. Ses cheveux sombres étaient tressés en une simple natte, et à la place de sa robe élégante de la veille, elle portait une modeste robe grise avec un tablier blanc. « Bonjour, mademoiselle », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Violette se retourna, et il vit la surprise dans ses yeux. « Monsieur O'Brien, vous êtes matinal. »« Une habitude. Et vous n'avez pas dormi ?» Elle secoua la tête en se retournant vers la cuisinière. « Le sommeil ne vient pas toujours. Je prépare le petit déjeuner pour Monsieur Morrison et ses invités. » Sa voix était lasse, mais sans apitoiement. Dexter s'approcha et sentit l'arôme des œufs et du bacon grillé. « Ça sent délicieusement bon. On vous a appris à cuisiner en France. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Ma grand-mère était la meilleure cuisinière de notre village. Elle disait que la nourriture est un moyen de prendre soin des gens, même quand on n'a pas les mots. Une femme sage. Oui, très sage. » Violette retourna le bacon dans la poêle. « Et vous, monsieur, d'où venez-vous? Votre accent n'est pas tout à fait américain. » Dexter s'adossa au chambranle de la porte, observant avec quelle aisance elle maniait les simples ustensiles. « D'Irlande? Je suis arrivé enfant avec mes parents. Mon père rêvait de trouver de l'or en Californie. »« Et il en a trouvé ?» ?»« Il a trouvé une balle dans le dos, tirée par des voleurs. Ma mère est morte de chagrin 1 an plus tard. » Violette se tourna vers lui, et il vit de la compassion dans ses yeux. Pas de la pitié, mais bien de la compréhension, celle d'une personne qui a elle-même perdu des êtres chers. « Je suis sincèrement désolé. C'était il y a longtemps. » Dexter haussa les épaules, mais quelque chose dans son regard le poussa à continuer. « Depuis, je suis seul. Mes poings sont devenus mon moyen de survie. » Violette hocha la tête, comme si elle comprenait plus qu'il n'en disait. Elle retira la poêle du feu et commença à disposer la nourriture dans les assiettes. Ses gestes étaient précis, élégants. Même dans une tâche aussi simple, elle conservait une grâce naturelle. « Et vous, comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda Dexter. « Canyon City n'est pas l'endroit idéal pour une demoiselle française. » Les mains de Violette s'immobilisèrent un instant, puis elle reprit son service. « Je cherchais du travail. Dans les grandes villes, il est très difficile de trouver une place pour une fille honnête. » Dexter sentit qu'elle ne disait pas toute la vérité, mais il n'insista pas. Sur la frontière, chacun avait ses secrets, ses raisons de se retrouver au milieu de nulle part. « Vous dansez merveilleusement bien. Où avez-vous appris ?» Cette fois, son sourire fut plus sincère. « À Paris, à l'académie de Madame Dubois. Ma mère était couturière pour de riches dames, et moi, je rêvais de danser à l'opéra. Qu'est-ce qui vous en a empêché ?» Violette se détourna, et sa posture trahissait une vieille douleur. La vie, elle détruit souvent les rêves, n'est-ce pas? Dexter comprenait cela mieux que quiconque. Ses propres rêves de famille, de foyer, de vie paisible, étaient depuis longtemps enterrés sous un monceau de déception. Mais vous continuez à danser. Que me reste-t-il d'autre? Sa voix était amère. C'est la seule chose que j'ai, la seule chose qui me relie à celle que j'étais avant.
Ils restèrent silencieux dans la cuisine, et Dexter sentit un fil invisible de compréhension se tisser entre eux. Tous deux avaient été perdus des êtres chers. Tous deux avaient été contraints de survivre dans un monde cruel, en utilisant les seuls moyens à leur disposition. Mais contrairement à lui, dont le cœur était couvert de cicatrices, elle portait encore en elle une tendresse, une capacité à créer de la beauté. « Violette, où est le petit déjeuner ?» retentit le cri de Morrison depuis le saloon. La jeune femme sursauta et se hâta de prendre les assiettes. « Excusez-moi, je dois y aller. »« Bien sûr. » Dexter s'écarta de la porte pour la laisser passer. Lorsqu'elle passa près de lui, leurs épaules se frôlèrent un instant, et il sentit la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de sa robe. Violette s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Monsieur O'Brien, bonne chance pour votre combat aujourd'hui. »« Merci, mademoiselle. » Elle partit, laissant derrière elle un léger parfum de lavande. Dexter resta dans la cuisine, le regard fixé sur l'embrasure vide de la porte. Quelque chose changeait en lui à chaque minute passée auprès de cette femme. Un sentiment qu'il croyait mort s'éveillait lentement dans sa poitrine. La journée s'étira lentement. Dexter passa la matinée à se préparer pour le combat. Il échauffa ses muscles, vérifia les bandages de ses mains et repassa mentalement ses combinaisons de coups habituelles. Mais tout cela se faisait de manière mécanique, comme si son esprit était ailleurs. Il pensait à sa conversation avec Violette, à la façon dont elle préparait le petit déjeuner avec tant de soin, comme si elle nourrissait une famille et non les clients d'un saloon, à la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses rêves brisés, à la chaleur de son épaule qu'il avait brûlée même à travers ses vêtements. Après le déjeuner, Dexter sortit prendre l'air. Canyon City s'animait peu à peu. Les gens apparaissaient dans les rues, se préparant pour le combat du soir. La nouvelle de l'affrontement entre O'Brien le marteau et McGregor le taureau s'était répandue dans toute la ville. Des paris étaient pris dans chaque saloon, et des gens venaient des villages voisins pour assister au spectacle. Près de l'écurie, il aperçut une silhouette familière. Violette se tenait près de sa jument B, lui tendant prudemment une pomme. L'animal renifla avec méfiance, mais s'enhardit peu à peu. « Elle a peur de vous », dit Dexter en s'approchant. Violette se retourna. Peur, ou simplement prudente. Je crois que les chevaux ont une bonne intuition au sujet des gens. Alors, vous avez passé le test. Dexter caressa le museau de la jument, qui mâchait maintenant tranquillement la pomme. Elle s'appelle Bessie. Elle a 12 ans et a traversé la moitié du pays avec moi. C'est un beau cheval. Violette toucha doucement l'encolure de la jument. En France, nous avions un poney, Joséphine. Je la montais pour aller cueillir des baies dans la forêt. Vous savez monter à cheval ? Je savais. Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer ici. Dexter la regarda attentivement. À la lumière du jour, il remarqua les fines lignes de fatigue autour de ses yeux, les petites callosités sur ses mains dues au travail. Cette femme avait beaucoup enduré pour se retrouver ici. Peut-être qu'un jour vous montrez Bessie. Elle est calme, parfaite pour une dame. Violette sourit, le premier sourire sincère qu'il voyait sur son visage. Ce serait merveilleux. La sensation de liberté me manque. Le mot et liberté résonna avec une telle mélancolie que Dexter sentit un pincement au cœur. Violette, si vous êtes ma fillette malheureuse ici, si Morrison vous force à faire quelque chose contre votre gré, son visage se ferma aussitôt. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Si vous le voyez, et je sais que les hommes comme Morrison se contentent rarement de simples danses. Violette se détourna, se serrant dans ses bras. Je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'un travail, d'un toit. Et lui, pour l'instant, il me laisse juste danser. Pour l'instant, il dit que sa patience a des limites, que les filles de saloon doivent être aimables avec les clients. Sa voix tremblait d'une émotion contenue. Dexter serra les poings en imaginant le visage gras de Morrison. Et si vous refusez, alors je me retrouverai à la rue
sans argent, sans nourriture, sans protection. Violette leva vers lui des yeux pleins de désespoir. Vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être une femme seule dans un endroit pareil. Il n'y a pas de loi pour me protéger ici. Il n'y a que la force et l'argent. Dexter plongea son regard dans le sien et y vit la peur qu'elle tentait de cacher derrière un masque de calme. Cette peur éveilla en lui quelque chose de primitif, le désir de protéger, de sauver, de se dresser entre elle et le monde entier. Pas toujours. Que voulez-vous dire? Parfois, il y a des gens prêts à prendre votre défense, juste comme ça sans rien attendre en retour. Violette étudia son visage, comme pour savoir s'il était sérieux. « Vous me connaissez à peine. Pourquoi voulez-vous m'aider » Dexter réfléchit à sa question. En effet, pourquoi? Il avait rencontré d'innombrables femmes dans les saloons à travers le pays, beaucoup dans une situation similaire. Mais aucune ne l'avait touché comme cette danseuse française aux yeux couleur de lac forestier. Je ne sais pas. Peut-être parce que vous me rappelez une époque où je croyais encore au bien. Un silence s'installa entre eux. Un chien aboya au loin. Des voix parvenaient du saloon, et le soleil déclinait lentement. Violette se tenait près de lui, et Dexter sentait la chaleur émanant de son corps, entendait sa respiration douce. « Je dois y aller, » dit-elle enfin. « Monsieur Morrison n'aime pas que je m'absente longtemps. » « Bien sûr. » Dexter recula d'un pas. « On se voit ce soir. »« Je danserai avant le combat pour mettre le public dans l'ambiance. »« Alors, à ce soir, mademoiselle Violette. » Elle hocha la tête et se dirigea vers le saloon. Dexter la suivit du regard, notant avec quelle grâce elle se déplaçait, même dans une simple robe grise. Quelque chose se passait en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était plus qu'une simple attirance pour une belle femme. C'était le désir de la connaître mieux, d'entendre son rire, de voir son vrai sourire, de la protéger d'un monde qui tentait de briser son esprit. Et ce sentiment l'effrayait plus que n'importe quel adversaire sur le ring. L'air du soir à Canyon City était chargé d'anticipation. Une foule convergeait vers le saloon à la Pépite d'Or, depuis toute la région. Des cow-boys des ranchs, des chercheurs d'or, des marchands, des aventuriers de toutes sortes. La poussière soulevée par les sabots des chevaux et les roues des chariots formait un nuage doré dans les rayons du soleil couchant. Dexter se tenait à la fenêtre de sa chambre, observant l'agitation en bas. Ses mains étaient fraîchement bandées, ses muscles échauffés et prêts pour le combat. Mais pour la première fois depuis des années, ses pensées n'étaient pas tournées vers l'affrontement à venir. Il pensait à la façon dont Violette avait doucement caressé Bessie, à la tristesse dans sa voix lorsqu'elle parlait de ses rêves brisés, à la peur qu'elle tentait de cacher en parlant de Morrison. On frappa à la porte, interrompant ses réflexions. « Entrez !» La porte s'ouvrit sur l'une des filles du saloon, une femme rousse d'une trentaine d'années, au visage las. « Monsieur O'Brien ? Monsieur Morrison m'a demandé de vous dire que le spectacle commence dans une demi-heure, suivi du combat. »« Merci. Comment vous appelez-vous » ?« Maggie, » répondit-elle, surprise par la question. Rares étaient les clients qui s'intéressaient à leur nom. « Maggie, dites-moi, depuis combien de temps Violette travaille-t-elle ici ?» La femme fronça les sourcils, comme si elle se demandait si elle devait répondre. « 1 mois. Peut-être un peu plus. Pourquoi ? Simple curiosité. Elle est française ? Oui, de Paris même. Elle est arrivée par la diligence le mois dernier, en larmes et sans un sou. Morrison l'a prise par pitié, mais... Maggie ne termina pas sa phrase, mais son regard en disait long. Mais sa pitié s'épuise vite. Zach Morrison n'a jamais eu de pitié, seulement le sens du profit. Maggie s'approcha et baissa la voix. « Écoutez, monsieur. O'Brien, je ne sais pas ce qu'il y a entre vous et la Française, mais protégez-la. Morrison a déjà laissé entendre plusieurs fois que la danse n'était qu'une solution temporaire.
Dexter sentit sa mâchoire se contracter. Et si elle refuse, alors ça ira très mal pour elle. Morrison sait comment forcer les filles à accepter. Les dettes, les menaces, et parfois les coups. Merci pour votre franchise, Maggie. La femme hocha la tête et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. C'est une brave fille, monsieur. Pas comme nous. Il y a encore quelque chose de pur en elle. Lorsque la porte se referma, Dexter s'assit sur le bord du lit et prit ses gants de cuir. D'habitude, avant un combat, il ne pensait qu'à son adversaire, à la tactique, à la manière de terminer l'affrontement le plus rapidement possible. Mais maintenant, ses pensées étaient ailleurs. Il imaginait Morrison forçant Violette, sa fierté se brisant sous la pression des circonstances. Cela ne devait pas arriver, pas à elle. Le saloon était bondé. Les tables et les chaises avaient été poussées contre les murs pour libérer de l'espace pour un ring improvisé. L'air était épais de fumée de tabac et de sueur, mêlée à l'odeur du whisky et de la bière. Les hommes s'agglutinaient, discutant des paris et des chances des combattants. Dexter descendit l'escalier et aperçut immédiatement son adversaire. McGregor le taureau, méritait bien son surnom. Un colosse de plus de 6 pieds, avec des épaules d'ours et des bras aussi épais que des bûches. Les cicatrices sur son visage et ses bras témoignaient de nombreux combats. Il se tenait au comptoir, buvant de la bière à même la bouteille, ses petits yeux suivant chaque mouvement de Dexter. « O'Brien, le marteau !» cria quelqu'un dans la foule. « Montre à ce taureau ce qu'était la fureur irlandaise. » Dexter fit un signe de tête à ses partisans, mais son regard cherchait un autre visage dans la foule. Il trouva Violette près de la petite scène dans le coin. Elle portait la même robe turquoise que la veille, mais elle semblait pâle, tendue. À côté d'elle se tenait Morrison, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. L'expression de son visage indiquait clairement que les paroles du propriétaire ne lui plaisaient pas. « Messieurs » annonça bruyamment Morrison en levant la main. Avant de commencer l'événement principal de la soirée, la ravissante mademoiselle Violette va nous offrir une danse. La foule gronda son approbation. Quelqu'un siffla, un autre lança une obscénité. Dexter vit Violette serrer les dents, mais elle se dirigea vers la scène, la tête haute. Le pianiste entama une mélodie lente, et Violette commença à danser. Mais ce soir, ses mouvements étaient différents. Plus brusque, plus anguleux. Sa danse exprimait le désespoir, comme si elle ne dansait pas pour le public, mais contre lui. Chaque mouvement était un défi, chaque pirouette un refus de se rendre. Dexter la regardait, fasciné par sa force. Même dans ce cauchemar, elle ne s'était pas brisée, elle ne s'était pas transformée en un jouet docile. Elle se battait avec le seul moyen à sa disposition. Par la beauté, par un art que ces hommes ne pouvaient te comprendre et donc ne pouvaient te lui enlever. La danse s'acheva sous un tonnerre d'applaudissements, mais Dexter remarqua que les mains de Violette tremblaient lorsqu'elle saluait. Leurs regards se croisèrent à travers la salle enfumée, et dans ses yeux, il lut une supplique, non pas pour être sauvée, mais pour être comprise. Pour que quelqu'un voie en elle non pas une fille de saloon, mais un être humain. « Et maintenant, messieurs, » reprit Morrison, « l'événement principal. Dans le coin gauche, McGregor, le taureau de Denver, vainqueur de 30 combats. Dans le coin droit, O'Brien, le marteau, la fureur irlandaise en personne. » La foule rugit. Les paris furent repris jusqu'à la dernière minute, l'argent changeant de main. Dexter retira sa chemise et sa veste, ne gardant que son pantalon et ses bottes. Son torse était strié de cicatrices, mais les muscles sous sa peau jouaient comme des ressorts d'acier. McGregor se déshabilla également, révélant un torse massif couvert d'une épaisse toison. Il pesait bien 50 livres de plus que Dexter, mais dans un combat sans règles, le poids n'était pas toujours décisif. « Les règles sont simples !» cria Morrison. « Le combat dure jusqu'à ce qu'un seul reste debout. Pas d'armes, pas de morsures, tout le reste est permis. »
Les combattants se firent face au centre du cercle formé par les spectateurs. MacGregor souriait, montrant des dents gâtées. « J'ai entendu parler de toi, l'Irlandais. On dit que tu es rapide. »« Assez rapide, » répondit calmement Dexter. « Et moi je suis fort. Et quand je t'attraperai, je te briserai tous les os. » Dexter ne répondit pas. Il se concentra, sentant le calme familier qui le gagnait toujours avant un combat. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, il ne se battait pas seulement pour l'argent. Il se battait pour le droit d'emmener Violette loin d'ici, pour lui offrir un choix qu'elle n'avait pas. « Commencez !» cria Morrison. MacGregor chargea comme un taureau furieux, tentant de l'enserrer immédiatement pour l'écraser. Mais Dexter était prêt. Il esquiva à gauche et plaça un crochet rapide au foie. MacGregor rugit de douleur, mais ne s'arrêta pas, se retourna et tenta d'atteindre Dexter avec sa droite. Le coup manqua sa cible, mais le souffle de l'air lui brûla la joue. Dexter comprit qu'un seul coup précis de ce géant pouvait mettre fin au combat. Il recula, forçant MacGregor à le poursuivre en cercle. « Reste là et batte-toi, lâche !» grognait le taureau en agitant les poings. Mais Dexter ne se pressait pas. Il étudiait son adversaire, cherchant ses points faibles. MacGregor était puissant, mais lent. Sa respiration commençait déjà à s'essouffler. Trop de whisky et pas assez d'entraînement. Dexter asséna une série de coups rapides au corps et recula. MacGregor tenta de riposter, mais son poing ne fendit que l'air. La foule s'agitait, encourageant les combattants, mais Dexter n'entendait que les battements de son propre cœur. Soudain, MacGregor changea de tactique. Au lieu de poursuivre son adversaire, il s'arrêta au centre du cercle et parla, le souffle court. « Tu sais, l'Irlandais, ta petite Française n'est pas mal du tout. Peut-être qu'après le combat, je ferai plus ample connaissance avec elle. » Dexter sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Un voile rouge obscurcit sa vision. Il oublia la prudence, la tactique, la nécessité d'économiser ses forces. Il se rua en avant, enchaînant les coups. C'était exactement ce que MacGregor attendait. Il encaissa une série de coups au corps et décocha un puissant uppercut. Le poing, de la taille d'une masse, atteignit sa cible, et Dexter sentit le monde vaciller. Un goût de sang emplit sa bouche. « Je t'ai eu, mon petit !» rugit MacGregor en l'attrapant dans ses bras. Des bras puissants se refermèrent sur ses côtes, et Dexter entendit un craquement sinistre. Le souffle lui manqua. MacGregor le souleva de terre, serrant de plus en plus fort. « Maintenant, je vais te briser comme une brindille !» La foule hurlait, sentant le dénouement proche. Mais Dexter ne se rendit pas. Rassemblant ses dernières forces, il frappa de toutes ses forces du front le nez de MacGregor. Le cartilage craqua, le sang jaillit. L'étreinte se relâcha, et Dexter s'en échappa. MacGregor se tenait debout, se tenant le nez brisé, le sang coulant entre ses doigts. « Fils de pute, je vais te tuer !» Il chargea de nouveau, mais il était désormais aveuglé par la rage et la douleur. Dexter esquiva facilement et lui asséna un coup précis au plexus solaire. MacGregor se plia en deux et reçut immédiatement un crochet du droit à la mâchoire. Le géant vacilla, mais resta debout. Dexter vit qu'il était à bout, mais encore dangereux. Il fallait un coup décisif. Il fit une feinte à gauche, puis lança un puissant cross du droit directement au menton. MacGregor s'effondra comme un arbre abattu. Sa tête heurta le sol avec un bruit sourd, et il resta immobile. Le saloon explosa de cris. Certains se réjouissaient de leur gain, d'autres maudissaient et leur pari perdant. Morrison comptait son argent, satisfait d'avoir offert un bon spectacle. Dexter se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, le souffle court. Ses côtes lui faisaient mal, sa lèvre était fendue, mais il avait gagné. 500 $, plus que ce que beaucoup gagnaient en un an. O'Brien. « Le marteau !» proclama Morrison. « Le vainqueur !» Mais Dexter n'écoutait pas les applaudissements. Il cherchait Violette dans la foule et la trouva contre un mur.
Elle le regardait avec des yeux écarquillés, où se lisait de l'admiration et autre chose, de l'espoir. Morrison lui tendit une liasse de billets. « Excellent travail, le marteau. Peut-être que tu resteras un jour de plus. On pourrait organiser un autre combat. » « Non, » dit Dexter sans quitter Violette des yeux. « Je pars demain matin. »« Dommage. Eh bien, profite de ta soirée. Mes filles sont à ta disposition. Surtout la française, elle est particulièrement aimable ce soir. » La voix de Morrison était menaçante, et Dexter comprit que le temps des discussions était révolu. Il enfila lentement sa chemise, chaque mouvement ravivant la douleur dans ses côtes. Mais la douleur n'était rien comparée à la rage qui bouillonnait en lui. Cette nuit, beaucoup de choses allaient échanger, et pas seulement pour lui. La nuit tomba sur Canyon City, apportant avec elle fraîcheur et silence. Le saloon était encore bruyant. On entendait des voix ivres, le cliquetis des pièces de monnaie, le grincement des planches sous les pas des clients. Mais Dexter ne prêtait plus attention à ce vacarme. Ses pensées étaient ailleurs. Il sortit par la porte de derrière pour se retrouver dans la cour, où flottait une odeur de sueur de cheval et de bois humide. Ses côtes lui faisaient toujours mal après le combat contre McGregor, chaque inspiration provoquant une douleur sourde. Mais cela n'avait plus d'importance. L'important était de trouver Violette et de lui parler. Un léger parfum de lavande lui indiqua la direction. Il contourna le saloon et monta un escalier étroit menant au grenier. Une marche grinça si fort sous son poids qu'il s'immobilisa, craignant d'attirer l'attention. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement à la porte fermée. « Oui » répondit une voix familière. « Ici, on ne demande généralement pas la permission. » Dexter entra. Violette était assise sur une vieille malle près d'une petite lucarne, les genoux repliés contre sa poitrine. Ses cheveux dénoués tombaient en mèches sombres sur ses épaules. Elle regardait par la fenêtre, d'où l'on apercevait les toits des maisons et le château d'eau. « Vous avez mal, » dit-elle sans se retourner. « On l'entend à votre respiration. »« Ça passera, » répondit Dexter, en s'asseyant prudemment sur le bord d'une caisse à côté d'elle. « Tout passe, le bon comme le mauvais. » Il observa son profil dans la faible lueur de la lune. « Ce soir, vous avez dansé différemment. Pas comme hier. Parfois, la musique ne change pas chez le pianiste, mais à l'intérieur de soi, » répondit-elle. « Et alors, il faut danser autrement. Morrison vous a dit quelque chose avant que vous ne montiez sur scène. » Violette tressaillit. « Il aime dire des choses qui hantent ensuite vos cauchemars. Il a dit que ce soir, il voulait montrer aux clients que les filles d'ici savaient être aimables, et que je jouais à la grande dame depuis trop longtemps. » Dexter serra les poings, mais se força à parler calmement. « Il y a un moyen de partir d'ici. Demain matin, une diligence part vers le sud. Je peux payer votre billet et tout organiser. » Elle resta longtemps silencieuse, le regard perdu au loin. En bas, les voix s'éteignaient peu à peu. La ville se préparait à dormir. « Si je pars comme ça, Morrison me retrouvera. Il n'aime pas perdre ce qu'il considère comme sa propriété. Et il a beaucoup d'amis ici. Alors il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas ou ne veuille pas vous poursuivre, » dit Dexter. Violette se tourna vers lui. « Que voulez-vous dire ? » ?»« J'ai un plan. Morrison ne tient pas par la force, mais par le fait que les gens ont besoin de lui. S'il cesse de lui rapporter de l'argent, si la ville lui tourne le dos, est-ce possible ? C'est possible. Beaucoup de gens ici en ont assez de son arrogance. Il suffit de les unir. » Violette le regarda attentivement. « Pourquoi voulez-vous m'aider ? Soyez honnête. » Dexter réfléchit, cherchant ses mots. « Parce que votre danse m'a rappelé qu'il y a de la beauté dans ce monde, et parce que je ne pourrais pas vivre en paix en sachant que j'ai vu le malheur et que je me suis détourné. » « C'est une réponse honnête, » acquiesça-t-elle. « Que dois-je faire ? » ?»« Attendez ici jusqu'à l'aube. Si vous entendez 3 coups légers, ce sera moi. Cela voudra dire que tout a fonctionné. Si vous entendez 2 coups,
Prenez vos affaires et allez à la vieille mission à l'ouest. Les moines vous cacheront. Et si ça marche, alors la ville deviendra plus calme, et vous pourrez décider vous-même de ce que vous ferez ensuite. Elle hocha la tête. J'attendrai, mais soyez prudent. Morrison est plus dangereux qu'il n'y paraît. Dexter se leva, ses côtes lui lançant de nouveau. Je reviendrai, je vous le promets. En bas, Maggie l'attendait. En voyant son visage, elle comprit immédiatement que la situation était sérieuse. « Qu'est-ce que tu prépares, le marteau ?» demanda-t-elle. « Il faut se débarrasser de Morrison, mais de manière à ce qu'il veuille partir de lui-même. » Maggie eut un sourire ironique. « Je connais ce genre de plan. C'est risqué, mais peut-être qu'il est temps. Que faut-il faire ?» Dexter exposa son plan sur la table. Il fallait agir vite et discrètement. D'abord, il parla au pianiste qui accepta de l'aider, la désordre de Morrison. Puis il alla voir le palefrenier, un vieil homme qui hocha la tête en silence, mais dont les yeux brillaient de compréhension. Vers minuit, quelques personnes se réunirent dans l'arrière-salle. Des fermiers, des chercheurs d'or, un cow-boy d'un ranch éloigné. Tous avaient la même question. En avait-il assez de Zach Morrison? « Il ne partira pas comme ça, dit l'un des fermiers. Il a des armes et des hommes. Il partira s'il comprend que son commerce n'est plus rentable, répondit Dexter. Si tous ses clients cessent en devenir d'un coup, si ses fournisseurs refusent de lui vendre de la marchandise, si le shérif se souvient de la loi. Le shérif est dans sa poche, objecta un chercheur d'or. Les shérifs ont plus peur des papiers signés que des balles, sourit Dexter. Et les signatures, nous les recueillerons. Ils se séparèrent sans plus de mots. Chacun connaissait son rôle. Le pianiste prit ses partitions et rentra chez lui. Le fournisseur d'alcool ferma ses tonneaux à clé dans sa grange, fatigué des dettes de Morrison. Les fermiers rassemblèrent donc leurs registres de dettes et les apportèrent au shérif. Et le shérif, réveillé par des coups à sa porte, vit un papier couvert de signatures, trop nombreuses pour être ignorées. À l'aube, tout était prêt. Dexter alla trouver Morrison sur son porche, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Le gros homme avait l'air défait, après une nuit de beuverie, les yeux rouges et furieux. « Il est tôt pour une visite, le marteau, grommela-t-il. Si c'est pour l'argent, attends, j'ai un problème de livraison. » Il ne s'agit pas d'argent, dit calmement Dexter. Il s'agit du fait que les gens en ont assez. Morrison fronça les sourcils et regarda autour de lui. Des groupes de personnes se tenaient dans la rue. Ce n'était pas une foule, pas une émeute, juste les habitants de la ville. Ils étaient silencieux, mais ce silence exprimait une décision. « C'est quoi ce cirque ?» tenta de ricaner Morrison. « Le saloon est à moi, les filles sont à moi, tout ici est à moi. » « Plus maintenant, » dit doucement le pianiste depuis la foule. « Nous en avons assez de vos manières. »« J'ai vos dettes !» cria Morrison. « Shérif, viens ici !» Le shérif sortit, des papiers à la main. « Il y a une plainte collective, Zach, taux d'intérêt abusif, contrainte. Il va falloir enquêter. » Morrison devint rouge. Sa main se crispa vers sa ceinture, mais son étui était vide. Il l'avait donné à réparer la veille. « Vous êtes tous devenus fous. »« Écoute bien, » dit Dexter. « Ce matin, tu montes dans la diligence et tu pars. Tu prends ton argent et tu laisses les clés au shérif. Si tu essayes de rester, il n'y aura plus un seul client, plus un seul fournisseur dans cette ville. Choisis. » Morrison regarda les visages silencieux et comprit qu'il avait perdu. Ce n'était pas une menace de violence, c'était pire. L'indifférence totale de la ville à son existence. Au loin, le corps de la diligence retentit. « Soyez tous maudits !» jura Morrison, mais sa voix tremblait déjà. Il détacha un trousseau de clés de sa ceinture et le jeta sur la balustrade. « Vous le regretterez. Et ta danseuse, qu'elle aille où elle veut. J'en ai assez. » Il descendit lourdement les marches. Les gens s'écartèrent pour le laisser passer. Personne ne jubilait. Il n'y avait que du soulagement.
Dexter attendit que le bruit des roues s'éteigne au loin. Il prit les clés et les apporta au shérif. « Remettez ce saloon en ordre, enlevez les rideaux rouges, laissez la scène. Que cet endroit redevienne un lieu où l'on peut venir en famille. » Il monta à l'étage et frappa 3 fois à la porte, en marquant une pause. Violette ouvrit instantanément. Elle n'avait pas quitté la porte. « Ça a marché, dit-il. Morrison est parti. Il ne vous touchera plus. » Des larmes emplirent ses yeux, non de chagrin, mais de soulagement. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vivez simplement comme vous le souhaitez, » répondit-il. « La ville va changer. Vous pourrez enseigner la danse aux enfants, vous produire pour les familles, faire ce que vous aimez. »« Et vous ?» demanda-t-elle. « Qu'allez-vous faire ?» Dexter réfléchit. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de réponse toute prête. « Je ne sais pas. Peut-être que je resterai un moment, moi aussi, pour voir comment la ville change. » Violette sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. « Alors, descendons. Maggie doit déjà préparer le café, et moi, j'ai envie de danser. Juste danser, pas pour quelqu'un, mais pour moi. » Ils descendirent ensemble. Le saloon était déjà lumineux. Les portes y étaient grandes ouvertes. L'odeur rance de tabac et de sueur avait été chassée. Maggie s'affairait près du poêle, le pianiste accordait son instrument, et le vieux palefrenier apporta une pomme pour Bessie. La ville commençait une nouvelle vie, lentement, prudemment, mais avec espoir. Dexter s'assit à une table, sentant la douleur de ses côtes s'apaiser peu à peu. Violette s'approcha de la scène, passa la main sur la rampe et fit un signe de tête au pianiste. Une mélodie retentit, légère, pure, sans contrainte. Elle se mit à danser, et dans cette danse, il y avait la liberté. Pas une liberté feinte ou affectée, mais une liberté réelle. Dexter la regardait et comprenait que quelque chose avait changé non seulement dans la ville, mais aussi en lui. Peut-être que, pour la première fois depuis des années, il avait trouvé un foyer. 3 semaines passèrent comme un seul jour. Canyon City s'était métamorphosé. Le saloon était devenu un lieu où les familles se retrouvaient, et Violette dansait désormais non plus pour des cow-boys ivres, mais pour des enfants et leurs parents. Dexter était resté en ville, devenant l'adjoint du shérif, mais surtout, il voyait chaque jour la femme qui captivait de plus en plus son cœur. Ils passaient que leurs soirées ensemble, se promenant dans les environs, parlant du passé et de l'avenir. Entre eux grandissait quelque chose de tendre et de prudent, le sentiment de 2 personnes qui avaient trop souffert pour se confier facilement au bonheur. En ce mardi ensoleillé, le vieux Pete de l'écurie s'approcha de Dexter, le visage inquiet. « Dexter, un homme est arrivé en ville et pose des questions sur la jeune Française. Il dit qu'elle lui doit de l'argent. À quoi ressemble-t-il? Grand, mince, avec une moustache noire. Il se fait appeler Édouard Laroche. Il y a quelque chose de louche chez lui. » Dexter sentit un froid l'envahir. « Violette est au courant? » « Je ne pense pas. Elle est au saloon. »« Un homme est arrivé en ville et vous cherche, » dit Dexter en trouvant Violette sur la scène du saloon. Édouard Laroche. Son visage devint blême. « Il est ici ?» Ils se retirèrent dans une petite pièce derrière le bar. Violette s'assit sur une caisse, se serrant dans ses bras. « Qui est-ce qui ?» demanda doucement Dexter. « Le propriétaire d'une maison close à la Nouvelle-Orléans. Quand je suis arrivé de France sans argent, une amie m'a conseillé de m'adresser à lui. Il m'a dit que je danserais pour de riches clients. Mais ensuite, il s'est avéré que... » Elle frissonna. « Je me suis enfui la première nuit, en prenant un peu d'argent pour le voyage. Combien pense-t-il que vous lui devez? 500 $ pour la chambre, la nourriture, les vêtements. Il a tous les documents. » Violette le regarda avec des yeux désespérés. « Dexter, je ne peux pas retourner avec lui. Je préférerais mourir. » Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains. « Cela n'arrivera pas. Je vous le promets. » On frappa à la porte.
tu as de la visite, Violette » appela Maggie. Dans la salle principale se tenait un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, des yeux froids, une moustache soignée, le prédateur typique sous des airs de gentleman. « Où est mademoiselle Rose » demanda-t-il. « Édouard Laroche, j'ai affaire à elle. » Dexter O'Brien, adjoint du shérif, se présenta à Dexter. « Quelle affaire ?»« Elle est ma débitrice. Elle a volé $500 et s'est enfuie. » Laroche sortit des documents. Tout est cela. Reconnaissance de dette, facture, témoignage. Dexter parcourut les papiers des yeux. Il semblait officiel. C'est une affaire pour le tribunal. Précisément, je déposerai une plainte demain matin. En attendant, je voudrais parler à ma débitrice. Peut-être pourrons-nous trouver un arrangement à l'amiable. J'en doute. Les yeux de Laroche se plissèrent. Elle vous a raconté sa version, la pauvre petite innocente. A-t-elle oublié de mentionner les bijoux volés de ma défunte épouse? Le tribunal en décidera. Oh oui. Laroche remit son chapeau. Transmettez à mademoiselle qu'elle a jusqu'à demain pour réfléchir. Soit elle revient avec moi, soit je la récupère sur décision de justice. Les bijoux, c'était une broche de $20 que j'ai vendue pour payer mon billet de diligence, expliqua Violette une fois Laroche parti. Mais légalement, il a raison. Vous avez une nouvelle vie, des gens qui prendront votre défense. Cela pourrait ne pas suffire. Dexter lui prit la main. « Violette, regardez-moi. Je ne le laisserai pas vous emmener. Quoi qu'il arrive. Vous ne comprenez pas de quoi il est capable, et vous ne comprenez pas de quoi je suis capable. » De l'acier résonnait dans sa voix. Dès l'instant où j'ai vu votre danse, j'ai su que je ne pouvais pas passer mon chemin. Et maintenant, je comprends que je suis amoureux de vous. Violette ouvrit de grands yeux. Et moi qui pensais avoir désappris à ressentir autre chose que la peur. Et que ressentez-vous maintenant? Elle lui toucha le visage. De l'espoir. Et autre chose que j'ai peur de nommer, de peur de le perdre. Vous ne le perdrez pas. Le soir, Dexter fit le tour de la ville, rassemblant des témoins en faveur de Violette. L'institutrice, le médecin, les fermiers, tous étaient prêts à attester de son honnêteté. « Elle apprend le français à mes filles, » disait Miss Clark. « C'est une vraie dame. »« Ma femme l'adore, » ajoutait le docteur Adams. « De telles manières sont rares, même dans les grandes villes. » Mais Dexter savait que cela pourrait ne pas suffire face à des documents officiels. Tard dans la soirée, il retourna au saloon. Violette était assise sur la scène. Le spectacle était terminé. Quand Maggie fut partie, ils restèrent seuls à la lueur des bougies. « Le procès est demain, » dit Dexter. « Mais si le juge décide en sa faveur, qu'arrivera-t-il alors? Il y a des endroits dans les montagnes où l'on peut se cacher. Mais ce n'est que temporaire. » Violette s'approcha de lui. « Et votre vie? Votre travail? » « Ma vie est là où vous êtes. » Elle lui toucha la main. « Quand j'ai appris qu'il était arrivé, j'ai voulu fuir. Mais ensuite, j'ai pensé à vous, aux gens d'ici. Je ne veux plus m'enfuir. Et vous ne le ferez pas. » Violette le regarda dans les yeux. « Dexter, et si j'étais vraiment coupable? Et si... » Il posa un doigt sur ses lèvres. « Peu importe ce qui a été, ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant. Et maintenant, vous êtes la femme que j'aime. » Il se tenait très proche. Lentement, prudemment, il se pencha vers elle. Violette ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, le premier pour tous les deux depuis des années, qui ne portait qu'un amour pur. « J'ai si peur de perdre cela, » murmura-t-elle en se blottissant contre sa poitrine. « Vous ne le perdrez pas. Nous avons quelque chose que Laroche n'a pas. » « Quoi donc? » ?»« L'amour, et des gens prêts à se battre pour nous. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que les bougies se consument. Dehors, la ville dormait, et demain, leur destin se jouerait. Mais Dexter le savait. Il ne livrerait pas Violette sans combattre. Et si la loi était contre eux, il faudrait agir selon les lois du cœur,
qui sont plus fortes que n'importe quel papier. Dans ses bras, Violette se sentit, pour la première fois depuis des années, véritablement protégée. Quoique le lendemain apporte, elle n'était plus seule. Le matin du procès fut clair et chaud. Le soleil se levait sur Canyon City, baignant les bâtiments en bois de teinte dorée. Mais une tension était palpable dans l'air. Toute la ville était au courant de l'affaire à venir. De tels événements étaient rares ici. Dexter se réveilla tôt, n'ayant que peu dormi après une nuit agitée. Ses pensées oscillaient entre les plans pour défendre Violetta au tribunal et des solutions plus radicales. Il enfila son plus beau costume, un vêtement bleu foncé qu'il ne portait que pour les grandes occasions, et se dirigea vers le saloon. Violette l'attendait déjà, assise à une table près de la fenêtre, une tasse de café intacte devant elle. Elle portait une simple robe noire, les cheveux relevés en un chignon strict. Elle avait l'air d'une citoyenne modèle, mais la pâleur de son visage trahissait son anxiété. « Bonjour », dit-il doucement en s'asseyant près d'elle. « Si l'on peut dire », répondit-elle avec un sourire triste. « Mal dormi ? Je pensais à aujourd'hui. Et vous ? J'ai prié. Pour la première fois depuis des années. » Violette regarda par la fenêtre, où les gens commençaient à se rassembler. « Dexter, quoi qu'il arrive, merci pour ces semaines. J'ai enfin su ce que c'était d'être heureuse. » Il posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas un adieu, nous allons nous en sortir. » Le shérif Cole entra, l'air préoccupé. « Dexter, le juge est déjà en ville. L'audience commencera à 10 heures dans le bâtiment de l'école. Il y a plus de place là-bas. » À quoi ressemble-t-il ? Âgé, strict, James Harrison en service depuis 30 ans. On le dit honnête, mais intolérant envers toute infraction à la loi. Après le petit déjeuner, Dexter accompagna Violette jusqu'à l'école. Une foule nombreuse s'était rassemblée. On aurait dit que toute la ville était venue. Des fermiers, des commerçants, leurs épouses, et même des enfants, tous voulaient Kent assister à ce rare procès. Le juge Harrison était en effet un homme imposant, grand, avec une barbe grise et des yeux perçants. Il s'installa derrière le bureau de l'instituteur, transformé en estrade, tandis que son greffier prenait place à côté avec ses papiers. « Affaire Laroche contre Rose », annonça le juge. Le plaignant accuse la défendresse de non-remboursement de dettes et de vol. Édouard Laroche était assis au premier rang avec son avocat, venu du chef-lieu du comté, un homme maigre en costume coûteux. Violette s'assit à côté de Dexter qui représentait ses intérêts. « La parole est au plaignant, » dit le juge. L'avocat de Laroche se leva et étala ses documents. « Votre honneur, l'affaire est d'une clarté limpide. Mon client, un homme d'affaires respecté de la Nouvelle-Orléans, a fourni à la défendresse le logement, la nourriture et des vêtements pour une valeur totale de $500. Toutes les dépenses sont documentées. En échange, la défendresse devait rembourser sa dette en travaillant dans l'établissement de M. Laroche. « Quel genre d'établissement » demanda le juge. « Une maison de divertissement pour gentlemen » répondit prudemment l'avocat. Un murmure de désapprobation parcourut la salle. Le juge leva la main pour réclamer le silence. Cependant, la défendresse a disparu sans remplir ses obligations, dérobant au passage des objets de valeur ayant appartenu à la défunte épouse du plaignant. L'avocat tendit les documents au juge. Tout est confirmé par une reconnaissance de dette signée par la défendresse, des factures et des témoignages. Le juge examina attentivement les papiers. Les documents semblent en règle. La parole est à la défense. Dexter se leva, sentant les regards de toute la salle sur lui. « Votre honneur, ma cliente a effectivement séjourné chez M. Laroche pendant 1 semaine. Mais elle n'a compris la véritable nature de son établissement que le dernier jour. Lorsqu'il est devenu clair ce qu'on attendait d'elle, elle a quitté la maison, ne prenant qu'une petite broche d'une valeur n'excédant pas $20, et ce uniquement pour payer son voyage. « Avez-vous des preuves de cette contrainte ?» demanda le juge. « Le témoignage de mademoiselle Rose elle-même, ainsi que les témoignages de citoyens respectés de notre ville,
sur sa conduite irréprochable au cours des dernières semaines. Dexter présenta une liste de témoins. L'institutrice Miss Clark, le docteur Adams, le fermier Johnson et d'autres. Tous décrivirent Violette comme une femme honorable. « Elle enseigne la danse et le français à mes enfants », déclara Miss Clark. « C'est une dame instruite et bien élevée. Elle a aidé à l'hôpital lorsque nous avons eu une épidémie de fièvre », ajouta le docteur Adams, de manière désintéressée, avec un grand cœur. Mais l'avocat de Laroche objecta « Votre honneur, les références des voisins sont excellentes, mais elles n'annulent ni la dette ni le vol. » Le juge hocha la tête. « C'est une remarque juste. Mademoiselle Rose, racontez-nous avec vos propres mots ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. » Violette se leva, la voix tremblante, mais elle se tenait avec dignité. « Votre honneur, je suis arrivée de France après la mort de mes parents. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais un métier. Je suis danseuse. Monsieur Laroche m'a promis un travail dans un établissement respectable, où je devais divertir de riches clients par la conversation et la danse. Et qu'est-ce qui a changé? Le dernier soir, il m'a expliqué mes véritables obligations. Quand j'ai refusé, il m'a dit que je n'avais pas le choix. Soit j'acceptais, soit il vendrait ma dette à d'autres personnes, moins délicates dans leur méthode de persuasion. Un nouveau murmure s'éleva dans la salle. De nombreuses femmes regardaient les Violettes avec compassion. « Avez-vous des témoins de cette conversation ?» demanda le juge. « Non, votre honneur, nous étions seuls. » Laroche bondit de sa place. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais contraint cette femme. Elle connaissait parfaitement les conditions dès le début. »« Monsieur Laroche, asseyez-vous, » dit sèchement le juge. « Vous parlerez quand je vous y autoriserai. » Le procès dura plus d'1 heure. Laroche raconta sa version. Comment il avait, par pitié, recueilli une pauvre immigrée française. Comment elle avait trahi sa confiance et s'était enfuie avec ses biens. J'ai dépensé de l'argent pour elle dans l'espoir d'une collaboration honnête, dit-il avec une douleur feinte dans la voix. Et je n'ai reçu en retour que trahison et vol, sœur. Lorsque tous les arguments eurent été entendus, le juge annonça une suspension pour délibérer. Les gens sortirent, formant de petits groupes de discussion. Dexter et Violette s'écartèrent de la foule. « Que pensez-vous que le juge décidera ?» demanda-t-elle à voix basse. « Ces documents sont solides, et juridiquement il pourrait avoir raison, » répondit honnêtement Dexter. « Mais les gens sont de notre côté. Cela compte aussi. » Violette hocha la tête, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. « S'il m'ordonne de retourner, cela n'arrivera pas. » Dexter lui prit les mains. « Croyez-moi. » À ce moment, M. Wilson de l'hôtel s'approcha d'eux, l'air agité. « Dexter, il faut que je te parle, urgemment. Seul à seul. » Ils s'éloignèrent. Qu'est-ce qui se passe? Ce Français a importuné ma fille hier, et ce matin, il m'a proposé de l'argent pour qu'elle passe du temps avec lui après le procès. Il a dit qu'il aimait les jeunes filles, surtout les innocentes. Dexter sentit son sang bouillir. « Où est ta fille maintenant ?»« À la maison, enfermée. Elle a peur de sortir. » Wilson serra les poings. « S'il n'y avait pas le procès, je m'en serais occupé moi-même. » « Et si elle en parlait au juge ?»« Elle est prête. Mais elle n'a que 17 ans. Elle est gênée de parler de ces choses devant tout le monde. » Dexter réfléchit. Cela pourrait changer le cours de l'affaire, révéler le vrai visage de Laroche. Lorsque le procès reprit, Dexter demanda la parole. « Votre honneur, j'ai un témoin supplémentaire qui pourrait éclairer le caractère du plaignant. » Le juge fronça les sourcils. « Procéduralement, c'est incorrect, mais si l'information est importante, je l'écouterai. » Susie Wilson, la fille du propriétaire de l'hôtel, s'avança vers le bureau du juge, rouge de confusion. D'une voix tremblante, elle raconta comment Laroche l'avait importunée la veille et le matin même. « Il a dit qu'il aimait les jeunes filles, » murmura-t-elle. « Et il a proposé de l'argent à mon père pour que je sois tendre avec lui. » Des cris d'indignation fusèrent dans la salle.
Les femmes haletaient, les hommes juraient. Le juge dut frapper avec son marteau pour rétablir le calme. Laroche bondit, le visage déformé par la fureur. « C'est un mensonge, de la calomnie. Ils se sont tous ligués contre moi. »« Monsieur Laroche ?» dit froidement le juge. « Asseyez-vous immédiatement. » Mais le Français avait déjà perdu son sang-froid. « Vous n'êtes que des sauvages, des fermiers incultes. Dans un monde civilisé, ma parole vaut plus que les témoignages de ces péquenots. »« Assez !» aboya le juge. « Un mot de plus, et je vous condamne pour outrage à la cour. » Mais le mal était fait. Tous les présents avaient vu le vrai visage de Laroche. Son arrogance, son mépris, son manque de respect pour les habitants. Le juge resta longtemps silencieux, réfléchissant à sa décision. Finalement, il se leva. Après examen de toutes les circonstances, j'en arrive à la conclusion suivante. Formellement, les documents du plaignant sont en règle. Cependant, les témoignages m'ont convaincu que la défendresse a agi sous la contrainte, fuyant une activité contraire à la morale publique. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. De plus, le comportement du plaignant dans mon tribunal démontre son mépris pour la loi et l'ordre. Compte tenu de ces circonstances, je décrète que la dette est considérée comme remboursée par le préjudice moral subi par la défendresse. Les accusations de vol sont également levées, la somme prise ne dépassant pas une compensation raisonnable pour les souffrances endurées. La salle explosa en applaudissements. Violette sanglota de soulagement, se blottissant contre l'épaule de Dexter. Cependant, poursuivit le juge en élevant la voix, je recommande vivement à M. Laroche de quitter notre comté dans les 24 heures. Sa présence est indésirable. Laroche se tenait là, livide de rage, mais n'osait plus protester. Son avocat rassemblait précipitamment ses papiers, visiblement pressé de quitter la ville. Le soir, tout Canyon City célébrait. Le saloon était plein, non pas de fêtards ivres, mais de familles venues fêter la victoire de la justice. Violette dansait sur la scène, et chaque mouvement exprimait la joie de la libération. Dexter se tenait au bar, la regardant. Maggie s'approcha, avec 2 chopes de bière. « Tout est bien qui finit bien, » dit-elle. « La petite est libre. »« Oui, libre, » acquiesça Dexter. Mais une pointe de tristesse perçait dans sa voix. « Pourquoi cette mine sombre? C'est ce que tu voulais. Maintenant, elle peut aller où elle veut, dans une grande ville où elle sera mieux. Et moi, je me suis habitué à sa présence. » Maggie le regarda avec compréhension. « Tu lui en as parlé? De quoi? Que tu l'aimes. Vraiment. Pour toujours. » Dexter haussa les épaules. Pourquoi faire? Elle mérite une vie meilleure que ce qu'un adjoint de shérif dans une petite ville perdue peut lui offrir. Demande-lui ce qu'elle veut, elle, sourit Maggie. Les femmes sont parfois surprenantes. Quand la danse fut terminée, Violette s'approcha de lui, les joues rouges d'effort et de joie. « Allons nous promener, » proposa Dexter. L'air est frais, les étoiles sont belles. Et ils sortirent du saloon et marchèrent lentement le long de la rue principale. Canyon City dormait paisiblement, seuls des voix et des rires s'échappaient des fenêtres. « Dexter !» dit Violette lorsqu'ils atteignirent les abords de la ville. « Que va-t-il se passer maintenant? »« Ce que vous voudrez. Vous êtes libre. Vous pouvez aller à San Francisco, à New York, même retourner à Paris si le cœur vous en dit. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Et si je ne voulais aller nulle part? Je ne comprends pas. Et si je voulais rester ici, à Canyon City ?» Sa voix était empreinte de tendresse, près de l'homme qui a tout risqué pour me protéger. Dexter sentit son cœur s'accélérer. « Violette, il n'y a pas ici ce à quoi vous êtes habitués. Pas de théâtre, de musée, de haute société. Il y a vous, dit-elle simplement, et des gens qui m'ont accueilli comme l'une des leurs, et un travail qui m'apporte de la joie. Que faut-il de plus pour être heureux ?» Il lui prit les mains. « Vous en êtes sûr. La vie sur la frontière est rude. La poussière, la chaleur, les longs hivers. Près de la personne qu'on aime, n'importe quelle vie peut être belle.
répondit-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ce baiser était différent de celui de la veille, timide et prudent. Il y avait de la passion, une promesse, la volonté de partager un destin. Quand ils se séparèrent, Dexter la serra fort contre lui. « Je vous aime, Violette Rose, » murmura-t-il, « plus que ma propre vie. Et je vous aime, Dexter O'Brien. Depuis ce premier soir où vous m'avez regardé non pas comme une fille de saloon, mais comme une femme. » Ils se tenaient sous le ciel étoilé du désert, enlacés, et faisaient des projets d'avenir. Le mariage serait simple, à l'église, avec tous leurs amis. Violette continuerait d'enseigner la danse et le français aux enfants, et Dexter resterait l'adjoint du shérif. « Nous aurons une maison, » disait Violette d'un ton rêveur, « avec un jardin où je ferai pousser de la lavande, et des enfants à qui j'apprendrai à danser sous les étoiles. Et des chevaux, » ajouta Dexter. « Beaucoup de chevaux. Nous irons pique-niquer dans les montagnes. Et chaque soir nous danserons, juste nous. » 2. Sur la musique du vent. Un mois plus tard, le mariage eut lieu. Tout Canyon City était venu féliciter les jeunes mariés. Violette portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, et Dexter son plus beau costume. Un prêtre de passage les unit, et Tom le pianiste joua la marche nuptiale. Après la cérémonie, une fête fut organisée au saloon. Violette dansa sa première danse en tant que femme mariée, et tous les présents purent entrevoir que c'était la danse du bonheur absolu. Tard dans la soirée, les jeunes mariés se retrouvèrent seuls dans leur nouvelle maison, une petite mais confortable demeure à la périphérie de la ville. Violette se tenait près de la fenêtre, contemplant les étoiles. « À quoi pensez-vous, Madame O'Brien » demanda Dexter en l'enlaçant par derrière. « Au long chemin que nous avons dû parcourir pour nous trouver, » répondit-elle en s'adossant à sa poitrine. « Et au fait que toutes les souffrances n'ont pas été vaines, si elles m'ont mené. » Vous. Regrettez-vous quelque chose? Seulement de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Ils restèrent enlacés, écoutant les bruits nocturnes du désert. Au loin, un coyote hurlait. Le vin agitait les rideaux aux fenêtres, et les bûches crépitaient dans la cheminée. « Dexter, » dit doucement Violette, « et si dans quelques années vous regrettiez, si vous vous lassiez de moi, si vous vouliez reprendre la route ?» Il la tourna vers lui et la regarda dans les yeux. « Jamais. Mes routes se sont arrêtées le jour où j'ai vu votre danse. Désormais, mon foyer est là où vous êtes. Vous le promettez? Je le jure. Pour toute la vie. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé du Far West, et dans ce baiser se trouvait la promesse d'une vie longue et heureuse. Des années de joie et de peine, de hauts et de bas les attendaient, mais ils affronteraient tout cela ensemble. Et quelque part dans les montagnes, le vent nocturne reprit la mélodie, celle-là même sur laquelle avait dansé la jeune Française dans un saloon poussiéreux. Maintenant, cette mélodie sonnait comme un chant d'amour, trouvé dans le plus inattendu des endroits. Et si l'on écoute attentivement, on peut encore l'entendre aujourd'hui, lorsque la lune se lève sur les prairies, rappelant que le véritable amour est plus fort que tous les obstacles.